édition du journal. Leur seul péché aura été de réclamer le départ de la MONUSCO. Les Congolais de Goma tombés lors des manifestations de la semaine dernière ont été inhumés. Pleurs, grincement des dents, l'atmosphère était pesante. L'un est un sujet rwandais avec des faux papiers, lui fabriqués en Ouganda, spécialisé dans la vente de drogue bombée. D'autres ont commis des meurtres, des extorsions et sur des paisibles citoyens. 23 au total répartis en 3 bandes. Des bandits de grand chemin ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. La banane, la mangue du Congo central, la pomme de terre du Sud Kivu et le café de l'Équateur vont inonder le marché américain. L'atelier de formation qui s'est clôturé à Fatima a balisé le chemin. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ils ont été amenés à leur dernière demeure au cimetière Macao en territoire de Niragongo. Les victimes des manifestations contre la présence de la MONUSCO du 25 et 26 juillet dernier à Goma ont reçu le dernier hommage public à l'esplanade du stade de l'Unité en présence du gouvernement provincial. Obsèques prises en charge par le gouvernement congolais. Les corps des jeunes Congolais tués du 25 au 27 juillet dernier à Goma au cours des marches et des colères anti-MONUSCO ont été conduits à leur dernière demeure ce vendredi 5 août 2022. Auparavant, ces compatriotes tués pour une cause noble des recherches et de la paix ont reçu les derniers hommages de la part de plusieurs milliers de gomatraciens. Les cérémonies y afférentes ont été organisées à l'esplanade du stade de l'Unité en présence du vice-gouverneur du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Romi Ekou Kalipopo et d'autres autorités de la place, mais aussi des membres des familles éplorées. Soulignons que les obsèques de ces jeunes braves ont été marquées par un culte œcuménique animé d'abord par les révérends pasteurs Bagnen et Boulère de la 8e CEPAC La Source. Celui-ci a mis un accent particulier sur la paix qui est un héritage de Jésus-Christ et par conséquent, cette denrée tant attendue dans notre pays doit être donnée à la population. Les révérends Bagnénais regrettent que la crise ukrainienne mobilise le monde entier au moment où la RDC est abandonnée dans la sienne depuis plus de 2 décennies. Le premier pilier, c'est l'amour. Nous les uns les autres. Il y a la paix, il doit y avoir le vrai amour. Ensuite, l'abbé Jean Bosco Avouma, aumônier catholique de la 34e région militaire, a soutenu que le sang des compatriotes tués dans la marche anti-MONUSCO a servi à la conquête de la paix. Ces frères et sœurs que nous portons à leur dernière demeure aujourd'hui ne sont pas morts pour rien. À noter que les frais funèbres ont été pris en charge par le gouvernement congolais. Kanyama Kasese a reçu 200 délinquants arrêtés à Kolwezi. Ils ont été accueillis chaleureusement par les ex-Koulouna trouvés sur place, aujourd'hui cultivateurs. En intégrant ce groupe, leurs gros bras vont désormais être utiles pour la société car une reconversion mentale et formation à la vie citoyenne seront au menu. Joseph Oscar Malkaïj nous propose l'ambiance de leur arrivée dans la province de Olomami. Regardez. Formalité d'usage terminée. Les 200 délinquants arrêtés par la police nationale congolaise à Kolwezi ont pris la direction de l'aéroport de Bipemba. Aussitôt arrivés en Mbujimaï, ces délinquants ont été embarqués dans des camions pour le centre pilote de Kanyama Kasese à plus ou moins 250 km de la ville de Mbujimaï. Contrairement aux rumeurs qui circulent selon lesquelles ces jeunes ont été amenés dans un mouroir, bien au contraire, leur convoi est bel et bien arrivé à Kanyama Kasese. Une causerie morale a été organisée à cet effet pour une prise de contact avant leur installation. Je vous souhaite la bienvenue ici à Kanyama Kasese. Nous ne sommes pas dans une prison. Vous n'êtes pas non plus des esclaves. Sur place, ces nouveaux bâtisseurs vont apprendre plusieurs métiers. La menuiserie, la maçonnerie, l'ajustage, la mécanique, ce qui va les rendre utiles à la société et contribuer ainsi efficacement au développement de la RDC.
Ils ont endeuillé les familles par des assassinats, sémé la terreur par des vols et extorsions. 23 présumés bandits des grands chemins ont été présentés aujourd'hui au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Aselo Okito par la police nationale congolaise. Ceci est le fruit de travail abattu par la police pour mettre hors d'état de nuire tout hors la loi. José Baïtouambo. S'aimer la terreur dans la capitale, ses environs et sur la nationale numéro 1 entre Kinshasa et Mwanda dans les Congo central. Ils ont tué, estorqué, vendu des drogues et autres. Ces criminels présumés organisés en 3 bandes, plusieurs évadés de la prison de Matadi, quelques fausseurs et de nombreux délinquants appelés communément Kuluna, présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, sont auteurs d'une succession de crimes. Dans les lots, les assassins du fils du caméraman de la RTNC, âgé de 22 ans, tué à bout portant le 22 juillet dernier à Kimbanseke dans son domicile familial. On note aussi la présence d'un sujet rwandais trafiquant des drogues, opérant en RDC depuis plusieurs années, ayant gagné le pays au moyen de faux documents et identités congolaises, lui attribués en Ouganda. Celui-ci a séance tenante demandé pardon aux autorités du pays. Pareil pour cet autre criminel qui a d'ailleurs attiré l'attention de l'assistance par son éloquence, rappelant une de ses priorités et celle du gouvernement de la République de sécuriser la population congolaise. Daniel Aselo Okito Wakoy, qui a félicité les éléments de la police pour ce travail qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, promet de poursuivre avec les efforts pour doter la police congolaise des moyens nécessaires afin de lui permettre de bien accomplir sa mission et d'apporter un grand espoir à la population qui a soif de la sécurité. Après cette présentation, ces inciviques ont été transférés au parquet des grandes instances. Ils vont répondre de leurs actes. Des disparités constatées dans le traitement des agents de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui revient d'une tournée en province, s'emploie à y mettre fin. Le patron de l'administration a réuni tous les membres du comité de suivi de la paie des agents publics, Nadine Kilocho et Cédric Kenina, ainsi que Moké Malouma. Constat fait après plusieurs déplacements effectués en province dans le cadre de sa mission d'évaluation du fonctionnement de l'administration publique, plusieurs cas de dysfonctionnement au niveau des banques en rapport avec le paiement des salaires des agents publics de l'État ont été dénoncés. Et pour remédier à cette situation, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a conféré avec les membres du comité suivi paye pour examiner et trouver des réponses au listing de paye de salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Les directives ont été données par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour des solutions durables rendant fluide le paiement des salaires des fonctionnaires par les banques concernées par la paye des agents publics de l'État. Il s'est agi principalement de discuter sur le nom mal orthographié dans les listings qui fait en sorte que le fonctionnaire ne soit pas payé à temps. Et il y a un problème, surtout pour le nouveau mécanisé. Il fallait faire le point avec le vice-premier ministre. Il nous a instruit de faire le nécessaire au niveau du comité suivi paye pour que des dispositions soient prises rapidement. Et donc, dans le tout prochain jour, nous allons parler avec nos partenaires pour que les dispositions nécessaires soient prises quant à ça. Nous avons également discuté du problème de retard de paiement des salaires des agents fonctionnaires de l'État. Là également, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que les cas litigés soient immédiatement réglés. La mise en application des directives données par le VPM de la fonction publique aux membres du comité suivi paye va permettre d'élaguer toute forme d'imperfection dans les processus de paye des agents publics de l'État. Quittons Kinshasa pour Bunia, où bientôt 8 km de route vont recevoir les travaux d'asphalte. Le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Nkashama Johnny, est allé se rendre compte de l'évolution des travaux. Junior Selemani. De la parole à l'acte, le travaux d'asphaltage de 8 km additionnels de la voirie urbaine de Bunia ont effectivement démarré ce vendredi 5 août à la grande satisfaction de la population de Bunia.
Une matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage en 2021. De travaux exécutés par l'entreprise Mogabaon, occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Chama Johnny, qui a inspecté le matériel de cette entreprise, d'appeler les opérateurs économiques de l'Ituri à la culture fiscale. Les opérateurs économiques, ils doivent payer, parce que pour faire ça, il faut de l'argent. Ils doivent éviter de frauder, mais de l'autre côté aussi, ils doivent montrer la bonne foi. Deux élus nationaux saluent le début de la pose de la couche d'asphalte. Nous avons vu tous les matériels qui sont neufs. Nous avons l'impression très satisfaisante, puisque c'est un grand projet pour nous de l'Ituri. L'entreprise, avec le gouvernement de l'État de siège, nous a amené une centrale moderne, une première en Ituri. Ici, nous félicitons le gouvernement de l'État de siège. Pour sa part, Joseph Akilimali, directeur général de Mogabaon, rassure la population de l'Ituri quant au bon déroulement de travaux. Et tout est déjà réuni. Vous avez été sur le terrain, vous avez vu, on a déjà la bitume, le central d'Arobé est là, on a les concassés. Donc, ce qui nous reste, c'est le temps. Il faut encore 3 à 4 mois. Pour se rassurer de la capacité technique de cette entreprise, le gouverneur de province a visité la centrale d'Arobé de la société Mogabaon, située à Délé, ainsi que les travaux d'agrandissement de l'aéroport national de Bunia, sur financement du gouvernement central, qui ne lésine pas sur les moyens pour doter l'Ituri des infrastructures répondant aux normes, en plus de la détermination du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à pacifier la province en cette période de l'état de siège. 62 jours pour les FARDC, c'est le thème de la campagne lancée par l'association G60 dans l'objectif de solidariser et de soutenir les troupes à la ligne de front en cette période où l'armée rwandaise soutient le M23 pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Cédric Enina, Joël Kayembe et Fiston Avingala. C'est une histoire qui existe depuis 62 ans. La SCTP et les forces armées de la République démocratique du Congo cheminent ensemble dans un contexte d'invasion rwandaise à travers le M23 dans la partie est du pays. Les natifs des 1960, travailleurs de la SCTP, regroupés au sein des G60, expriment leur solidarité et soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo à travers cette campagne dénommée 62 jours pour les FARDC. Située au centre de l'Afrique, la République démocratique du Congo connaît depuis plus d'une décennie des guerres et conflits armés récurrents aux origines diverses. La conjugaison des efforts à l'unisson des citoyens de notre pays ainsi que de ceux qui l'ont choisi comme leur seconde patrie. En cette période où la guerre a repris de plus belle, nous devons tous nous mobiliser pour leur apporter notre soutien, tant moral, spirituel, psychologique, matériel et financier. D'où l'organisation de cette grande opération en 62 jours, soit un jour représentant un an, en faveur des FARDC. La plupart ont sacrifié leur jeunesse, laissé leur famille, femmes et enfants. Les forces loyalistes ont besoin du soutien de tous les Congolais. Le district de Moamba était le point de départ de la 3e phase de l'itinérance du ministre de la Santé publique. Tous les hôpitaux généraux de cette partie de la capitale ont accueilli le ministre de tutelle dans sa recherche de voies et moyens d'asseoir la couverture santé universelle. Edith Chala. La couverture santé universelle, c'est aussi le plateau technique dont il faut se rassurer de la qualité. Dans son itinérance sur le terrain, comme les précédentes fois accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumbankoulou, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani était dans les hôpitaux et centres hospitaliers des références de Kinshasa, Monkole, Kisenso et cliniques universitaires qui sont déjà dans le programme de gratuité de la maternité. La délégation est aussi arrivée dans les hôpitaux généraux de Matete, Saint-Gabriel, Saint-Joseph, avant de boucler la boucle par le Lafaki. Partout où le ministre Jean-Jacques Mbongani est passé, les malades retenus pour autre raison que clinique ont été libérés grâce à l'intervention du gouvernement de la République. Depuis le 30 juin, le chef d'État a lancé l'appel à l'accouchement gratuit et aux consultations prénatales, postnatales et néonatales gratuites. Et c'est dans cet élan que nous avons décidé d'aller voir l'effectivité de ce programme. 9 zones de santé sur les 35 que compte la ville-province de Kinshasa font déjà de la gratuité. Il était important d'identifier les autres structures qui pourront accompagner le gouvernement dans ce grand projet. Chaque jeudi, le ministre sera sur le terrain pour rester au contact
avec les réalités de son secteur. La 6e édition de la semaine annuelle de l'industrialisation de la SADC en collaboration avec le gouvernement congolais se tient à Kinshasa. Hier, la 3e journée, les travaux ont été consacrés sur l'entrepreneuriat. Les panélistes du jour ont axé leur intervention autour du thème « Promouvoir l'industrialisation par l'agro-transformation » et bien d'autres. Les détails avec Mireille Ndeke. Kinshasa, capitale africaine de l'industrialisation, au 3e jour de travaux, les participants ont tous axé leur intervention autour du thème principal « Promouvoir l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive ». En présence du directeur du cabinet du ministre de PME, Justin Magala, l'un des panélistes, le 2G de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, Ezekiel Bidoya, a pris la filière cuir comme exemple. Pour un marché de 82 millions de paires de chaussures par an, une chaîne de valeur capable de générer 203 millions de dollars par an pour la RDC avec une capacité de création de 100 000 emplois. L'orateur Ezekiel Bidoya a invité le pays de la SADC à venir investir dans cette chaîne de valeur compte tenu de ces opportunités. Ces journées d'échange d'expériences a réservé du temps à d'autres brillants exposés, dont celui du chargé des missions de l'agence de la zone économique spéciale, Ogi Bolanda, qui a évoqué le bien fondé de la création d'une zone industrielle en RDC pour l'amélioration du climat des affaires. Lubna Dalla, experte de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, a à son tour réitéré les soutiens des sociétés multinationales aux sociétés congolaises. Le ministère de l'Entrepreneuriat, à travers ses assises, réitère son étroite collaboration au ministère de l'Industrie, deux ministères sectoriels œuvrant tous sur la voie de doter la RDC d'une économie inclusive. C'est désormais ouverte à l'échelle mondiale. 3 provinces de notre pays viennent d'être retenues pour l'exploitation de leurs produits agricoles vers les États-Unis. Il s'agit de l'Équateur, du Congo central et du Sud Kivu qui vont devoir ravitailler l'État de Maryland aux États-Unis. C'est l'une des recommandations de l'atelier de formation de l'exploitation des produits agricoles congolais sur le marché mondial clôturé hier en la cathédrale Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe, Iverson, Kabwaba, Keren Konkolongo et Guy Kitoko. La République démocratique du Congo se veut être compétitive sur le marché agricole mondial. Voilà qui justifie cet atelier de 3 jours de formation sur la promotion et l'exportation des produits agricoles congolais aux États-Unis. Une opportunité pour ces experts du secteur agricole et entrepreneurs d'envisager de nouvelles directives et stratégies visant la production en quantité industrielle. Parmi les fruits retenus qui pourront être exportés dans les tout prochains jours au pays de l'oncle Sam figurent le cacao, le café, les baobabs, l'ananas, la mangue et autres. Ces entrepreneurs et agriculteurs ont ciblé ensemble quelques provinces de la RDC, la province de l'Équateur, du Congo central et du Sud Kivu, dont certains territoires seront exploités avec l'appui des Africa Femmes Performantes qui attend aider les agriculteurs congolais à accroître leur production. Aujourd'hui, on peut dire que quand même tout le monde sait précisément quoi faire. On a structuré notre chaîne d'approvisionnement, on a identifié les producteurs, on a identifié les transformateurs, on a établi les chefs de file. Nous allons continuer à affiner avec l'ANAPEX, notre partenaire, les produits qui doivent être certifiés par l'OCC et donc préparer les grands paquets de produits qui vont partir au mois de septembre aux États-Unis. Les recommandations issues de ces ateliers seront transmises au gouvernement de la République par les ministères du Commerce extérieur et des petites et moyennes entreprises. Ces assises ont été sanctionnées par la remise symbolique des brevets aux participants, une façon d'encourager et d'inciter ces derniers à travailler sans relâche pour augmenter leur production. Les caisses de l'État seront floues et les régies financières doivent garder le cap. 7 mois après l'exécution du budget, il faut se poser des bonnes questions. Et c'était le cas au cours de la réunion que la vice-ministre des Finances a eue avec les 3 grandes régies financières de la RDC. Edith Chala nous en parle. Les recettes publiques cumulées de janvier à juillet 2022 s'élèvent à 11 419,1 milliards de francs congolais qui représentent 113% par rapport
aux prévisions de la même période fixée à 8 605,2 milliards de francs congolais et 77% par rapport aux prévisions annuelles fixées par le Parlement. De manière générale, il est constaté une augmentation de la moyenne des recettes publiques de 72% par rapport à l'année dernière, et ce, sur la même période. Après avoir félicité les régies financières pour la bonne évolution des recettes, la vice-ministre des Finances, Onej Nsele, a demandé aux participants d'orienter leurs commentaires sur les actions à mener pour accroître le niveau des recettes. Comme mesure pour la mobilisation des recettes, la DGDA axera ses actions sur la relance des dossiers contentieux et le renforcement du contrôle des destinations de marchandises, surtout celles exonérées. La DGI continuera la mise à niveau des différents corps des métiers et l'utilisation des moyens alternatifs à la vie à tiers détenteur pour le recouvrement forcé. Quant à la DGRAD, elle s'appuiera principalement sur l'organisation des missions de contrôle. Concernant le suivi des contrats de performance, il a été noté que les réunions du comité de suivi des contrats de performance se tiennent hebdomadairement et que les niveaux d'exécution des engagements par le cabinet du ministre des Finances, les régies financières et le projet gouvernance financière est satisfaisant. Les évaluations des indicateurs de performance sont en cours et les conclusions seront adressées à la hiérarchie. 18 travailleurs congolais ont été primés pour des loyaux services rendus à la société minière Kambove Mining basée dans la province du Haut-Katanga. Oscar Mbalkaïch. Au total, 18 travailleurs congolais exceptionnels qui ont été sélectionnés ont reçu des cadeaux de la part des dirigeants de l'entreprise Kambove Mining. Couverture, sacs de riz, huile d'étable, bref, plusieurs biens de valeur leur ont été remis. Les représentants des employés chinois et congolais ont témoigné leur gratitude, couronnée de joie. Kambove Mining traite tous les employés de manière égale, prend soin des employés congolais et leur offre de nombreuses opportunités d'apprentissage et de formation, leur fournit également des avantages tels que des services médicaux au sein de l'usine et dans les hôpitaux désignés. Chinois et Congolais bénéficient du même traitement et des mêmes avantages. En tant que force principale de production, des employés congolais ont apporté leur contribution dans plusieurs domaines, notamment dans la production et l'exploitation du premier semestre. Kambove Mining a pleinement affirmé leur réalisation et sélectionné démocratiquement 18 employés en fonction de la contribution et de leur performance. Pour M. Désiré, directeur général adjoint de la partie congolaise, l'action de l'entreprise montre la volonté de mettre un point d'orgue sur les ressources humaines, une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de placer l'être humain au centre de toute action. Le directeur général adjoint de l'entreprise a félicité les gagnants et encouragé d'autres employés à suivre le même exemple. Lovely, la seule femme employée parmi les 18, prête pour une attention particulière à l'événement, s'est bien parée pour y participer. La société va procéder dans les tout prochains jours à une évaluation mensuelle, trimestrielle et annuelle des employés exceptionnels et devenir des modèles au travail, a-t-il indiqué. Une photo de famille a bouclé cette cérémonie, comme pour dire la coopération sino-congolaise se porte à merveille au sein des Kambove Mining. Le site touristique de Kumbi à Mwanda dans le Congo central est spolié. Se trouvant dans cette partie du pays, le Modéron Simba, ministre de Tourisme, ne s'est pas empêché de mettre en place une commission pour limiter les périmètres du site. Nadine Yango. Plage de Kumbi, forêt d'Mvula à Mwanda dans la province du Congo central. Une des zones vouées à l'expansion touristique dans le programme du gouvernement congolais. Ici sera érigée une maison des souvenirs en mémoire des esclaves en partance pour l'étranger. Malheureusement, ce lieu est à présent marqué par les empreintes de spoliateurs. Fondation et Mirandure sortent des terres, un défi contre la conservation de la nature et la promotion du tourisme congolais. Cheval de bataille du ministre Modéron Simba. Celui-ci vient d'attaquer les taureaux par les cornes en mettant en place un comité pour la sécurisation de ces sites. Venons de mettre en place une commission qui va réunir l'ensemble du comité territorial de sécurité sous la supervision de mon directeur de cabinet, le service du cadastre et de l'urbanisme
ça va permettre à nos services techniques de délimiter les périmètres du projet et du site. Et après ce travail technique, nous lancerons officiellement les travaux de construction de la maison des souvenirs. La maison des souvenirs qui se veut être un musée d'histoire de notre pays vis-à-vis de ces tristes pratiques de vente d'esclaves. Comme quoi, l'émergence du secteur touristique congolais se fera non sans casser les œufs. Parlons spoliation avec ce communiqué. Le groupe Texaf, opérateur historique en République démocratique du Congo depuis près d'un siècle, tient à informer les autorités du pays et la population de Kinshasa qu'il fait l'objet de plusieurs tentatives apparemment concertées de spoliation et de ses actifs fonciers. Une première concerne la baie de Ngaliema, dont la concession qui abrite les installations de la filiale UTEX Africa. Depuis 1926, le site héberge 330 familles et le bureau de nombreuses entreprises et organisations internationales. Un groupement d'escrocs tente en effet de procéder sans aucun titre ni droit au morcellement de terrain situé dans le lit majeur du fleuve Congo en zone marécageuse inondable et réputée non aedificanti entre la rivière Makelele et la rivière Gombe. La deuxième porte sur le terrain de sa filiale Imotex à Kinshasa qui abrite les installations industrielles et résidentielles CPA depuis 1969. Cette concession fait l'objet du projet de développement Les Jardins de Kinshasa par le groupe Texaf pour 2000 logements destinés à la vente avec infrastructures éducatives, commerciales, sportives et de loisirs. Le groupe Texaf mènera à toutes les actions judiciaires utiles pour préserver ses droits ainsi que la pleine jouissance de ses actifs. Le groupe Texaf invite toute personne désireuse d'obtenir de plus amples informations sur ces dossiers à contacter ces services via l'adresse info@texaf-rdc.com ou au numéro plus 243 81 846 34 63 fait à Kinshasa le 2 août 2022. La direction du groupe Texaf. Poursuivons ce journal. 50 ans déjà depuis qu'existe la Fédération des entreprises du Congo, FEC, une célébration qui a vu primer Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, et certains de ses collègues pour les beaux et loyaux services rendus à la nation dans le domaine économique de la République démocratique du Congo à Nimbalaka. Créée le 27 juillet 1972, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, a commémoré ses 50 ans d'existence. À cette occasion, plusieurs dirigeants en vie et décédés ont été décorés pour des bons et loyaux services rendus à la nation. Il s'agit entre autres de Gilbert Tchongo, Jano Bembassa Olona, Gabriel Oumba à titre posthume et le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana en vie en sa qualité du premier vice-président national de la FEC, ainsi que certaines personnalités ayant marqué ces syndicats patronaux. Les grands chanceliers des ordres nationaux a décerné des médailles d'or et d'argent des mérites civiques au nom du chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux. Article 2. La médaille d'or de mérite est décernée au président et administrateur honoraire du Congo, Kindwele Lungu Pascal, Kiwakana Kimayala Jean-Pierre. Pour le président du conseil d'administration de la FEC, Albert Youma, c'est une récompense juste pour les mérites professionnels et les grandes contributions au développement du pays. Le président Jean-Pierre Kiwakana et tous ses compères ont tous œuvré pour l'économie du pays. Albert Youma appelle ses patrons des entreprises à œuvrer pour une économie forte afin de donner au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouvernement les moyens de garantir la souveraineté nationale.
En RDC, le vaccin Covid-19 fait désormais partie des vaccins de routine, vous le savez, mais seulement l'on constate que chez les femmes, il y a la plupart qui sont réfractaires au vaccin Covid-19. Pour renverser cette tendance, Village Reach a sensibilisé les femmes sur l'importance du vaccin Covid-19. Eugénie Chabani et Gir Kabamba. Vaccinés vont augmenter le nombre de femmes qui se font vacciner contre la Covid-19 depuis l'introduction du vaccin en République démocratique du Congo en avril 2021. Selon les statistiques de l'OMS, les femmes représentent 39% des personnes vaccinées et la RDC est répertoriée parmi les pays à faible couverture vaccinale contre la Covid-19. Pour inciter les femmes en majorité réfractaires au vaccin Covid de se faire vacciner, Village Reach, partenaire du ministère de la Santé dans la vaccination des routines et contre la Covid-19, a organisé une matinée de sensibilisation des femmes leaders des associations féminines de développement, une opportunité pour Clarisse Mandé, la consultante en communication de la vaccination Covid de Village Reach, de spécifier l'importance du vaccin Covid dans la prévention des formes graves et qui est une urgence de santé publique aussi en République démocratique du Congo. Elle a énuméré les 3 vaccins contre la Covid homologués par l'OMS et qui sont administrés en République démocratique du Congo. Il s'agit de Moderna, Johnson & Johnson et Pfizer. Par la suite, s'en est suivi les témoignages des personnes vaccinées, suivis des jeux de questions et réponses qui ont permis aux participantes d'être éclairées sur la maladie. Ces vaccins sont d'une qualité sûre. Il n'y a pas de contre-indications en rapport avec le VIH. Ce ne sont pas seulement les PV-VIH comme personnes vulnérables. Nous avons aussi des personnes qui développent plusieurs maladies. La consultante en communication a aussi invité les femmes à ne pas se fier aux fausses informations dites infodémies. Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir, juste après ce journal, c'est le plateau spécial sur le rapport des experts des Nations Unies sur la présence de l'armée rwandaise aux côtés du M23 pour mener la guerre à la République démocratique du Congo. Blaise Bokokia reçoit le professeur Mbikai et Kojo Ndukuma pour décortiquer ce rapport qui atteste l'implication du Rwanda pour déstabiliser la partie orientale de notre pays. Plateau spécial, une réalisation de Patrick Kachala, c'est sur la RTNC et nulle part ailleurs. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi à Bunia et partout ailleurs sur les satellites et en TNT. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Très bonne suite de programme et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.